Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur le site mécaniqueuniverselle.net qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Nous travaillons tous, sans le savoir, à cette œuvre, à ce perfectionnement pour nos futurs descendants. Alors évidemment, ça va prendre encore quelques siècles d'évolution, mais nous avons fait la plus grande partie de ce chemin vers cet état de perfection, entre le moment où nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui. Voilà, alors cet état de perfection, je vous laisse le soin d'aller écouter d'autres vidéos ou de visiter le site pour savoir de quoi il s'agit. Pour préciser cette théorie, je m'appuie parfois sur des vidéos, des podcasts que je trouve sur France Culture. Et bien là, c'est sur une émission qui était consacrée à François Châtelet et dans laquelle il parlait de l'histoire de la raison, l'évolution de la raison au cours de l'histoire de la philosophie en somme. Et on en est à l'épisode 9 sur Machiavel, la raison et la politique, dans cette partie. Donc c'est la troisième vidéo sur cet épisode 9, et je lance le podcast, et puis je le découvre en même temps, et je le commente éventuellement, et je précise ma théorie avec ça. Si tu veux remplir ta fonction, il faut que tu comprennes que tu dois fonder la société par un acte unificateur de ta volonté. En fait, Machiavel a été fort mal interprété par la suite, parce qu'on a fait de lui l'ancêtre de tous les calculateurs politiques. On a même inventé le mot machiavélisme pour désigner la rouerie, allons même plus loin, la canaillerie dans le domaine politique. Voilà, et tout à fait. Et c'est donc ce que je parlais, ce dont je parlais dans la vidéo précédente. Machiavel, en fait, il voulait faire évoluer les mœurs de son époque. Ces mœurs étaient extrêmement violentes parce que le capitalisme avait pris le pouvoir, finalement, dans le système. Il avait même débordé sur le religieux. Le christianisme, enfin plutôt plus précisément le catholicisme, était rentré du côté du pouvoir, du côté des valeurs marchandes en somme. Et à cette époque-là, donc, ça a engendré beaucoup de violence. Mais c'est inhérent, c'est ce que je disais dans la vidéo précédente, le capitalisme induit naturellement, obligatoirement de la violence, de la jalousie, enfin toutes les pulsions qui sont liées à l'enrichissement, au désir, à la richesse, en somme, au pécunier. Et dans cette période-là, où le marché, le symbole même du marché le pire, on pourrait dire, c'était le marché triangulaire entre les esclaves, etc., avec l'Amérique qui avait été colonisée et esclavagisée depuis peu, en fait, depuis un siècle. Et donc, cette profusion d'argent, de richesse, de pouvoir va engendrer une violence inouïe. Et Machiavel va chercher à trouver des solutions politiques pour réduire cette violence, pour gérer cette violence inouïe qui était en cours dans les cités italiennes qui n'étaient pas encore fédérées. Donc voilà, il y avait une violence, des guerres constantes entre les princes de l'époque. Et donc, ce que je disais dans la vidéo précédente, c'est que Machiavel, c'est encore le livre de chevet des hommes politiques actuels. Et pour moi, c'est une hérésie, parce que
On n'est plus du tout dans ce moment-là. À l'époque, c'était clair qu'il fallait... l'idée du prince, elle était valable. Mais maintenant, démocratie telle que nous sommes arrivés, et puis aux abords de l'unification mondiale, on n'est plus dans cette configuration. Le prince, c'est terminé. Et malheureusement, nos hommes politiques, au lieu de lire des livres sur le sens, sur la valeur spirituelle de la démocratie, la compréhension de l'œuvre d'art qu'est la démocratie, eh bien, ils ont encore comme étude Machiavel, je pense, à l'ENA, et puis ça fait partie de leur livre de chevet. Et sur la mécanique universelle, je disais que ça devrait être interdit. C'est un livre qui devrait être interdit pour les hommes politiques. Ils ne devraient pas... C'était provocateur, évidemment. Mais c'est pour dire que on est à un autre degré. Maintenant, ce dont il est question pour ces nouveaux chefs d'État, les nôtres, ceux qu'on a actuellement là, en Occident, il devrait y avoir des livres qui les forment à la démocratie, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est réellement que la démocratie. Pourquoi l'humanité est arrivée au gouvernement de la troupe, plutôt que le gouvernement des dominants. Ça inverse complètement les règles de la nature. Lorsque nous étions des primates naturels, les dominants, un groupe de dominants thésaurisaient tous les privilèges et c'était eux qui faisaient la pluie et le beau temps. Et on fonctionnait comme ça. Et l'aristocratie, c'est ça. La dictature, c'est ça. L'oligarchie, c'est ça. C'est un groupe de dominants qui thésaurisent les privilèges. L'aristocratie, ça inverse complètement les lois de la nature. Et ça, les hommes politiques n'en ont même pas conscience. Ils n'ont pas compris à quel point c'est quelque chose qui devrait protéger. Un chef d'État comme le nôtre actuellement, par exemple, qui arrive et qui est là pour 7, 8 ans, 9 ans, son rôle, s'il était vraiment conscient de cette mystique, ça serait de développer la démocratie, de développer le principe démocratique. Alors que là, il a fait en sorte, le dernier, mais les autres avant, Sarkozy, etc., et puis même Mitterrand, au final, depuis les années 80, ils ont fait en sorte de réduire le principe démocratique et d'augmenter le principe du prince. Le principe aristocratique, le principe oligarchique, même si c'est plutôt oligarchique. Et là, c'est une vraie méconnaissance, en fait. Bon, le monde se construit aussi avec ça, hein. Se construit aussi avec ses reculs, ses inconsciences, etc. Mais c'est là où ça me paraît être très important c'est tout simplement que de développer un livre sur ça. Non seulement doit être fondée, mais qu'elle doit durer. Et dans ce domaine, nous explique-t-il, pour qu'une société dure, eh bien, il faut faire ce qu'il faut pour qu'elle dure. Et c'est vrai que d'une certaine manière, Machiavel est machiavélique. Mais ce qui est important pour nous, pour l'instant, qui essayons de penser la constitution de cette théorie politique qui est à l'origine de nos États modernes, de tout. Il est machiavélique pour l'époque, mais ça partait d'un sentiment justement l'inverse du machiavélisme. Il voulait maîtriser les pulsions de ces nouveaux dominants qui arrivaient et les calmer, quoi, pour que le peuple ne souffre pas de leur transgression. Et aujourd'hui, c'est la même chose. On doit dominer nos dominants en Occident pour qu'ils arrêtent de maltraiter le peuple, parce qu'ils ne comprennent pas la démocratie, tout simplement. Tous nos États modernes, y compris ceux qui se disent les plus novateurs, c'est pas cela. Ce qu'il faut retenir, c'est cette insistance à déterminer le politique comme une réalité autonome, comme quelque chose qui a à être pensé à part, qui n'est pas donné dans la nature tout court ou dans la nature humaine.
La politique est quelque chose qu'il faut penser, quelque chose sur quoi et par quoi il faut agir. Donc là, c'est le moment où Machiavel amène l'idée que on peut bouleverser, on peut travailler sur le système politique, on peut le faire évoluer. Avant, c'est comme ça. Il y avait une sorte de fatalisme depuis justement Aristote. C'était voilà, les choses sont telles qu'elles sont. Et en fait, ça correspond tout à fait au principe aristocratique. Ça se transmet de génération en génération et il y a pas grand-chose à faire, c'est presque logique. Et à partir de Machiavel, on commence à penser qu'on peut changer ces choses-là. Et c'est ce qui a donné la Révolution plus tard, c'est-à-dire le désir de rompre avec ce pouvoir transmis par le sang. Voilà le donné premier. En ce sens, Machiavel est un vrai initiateur. Qu'il n'ait pas été bon juge ou juge suffisamment moral concernant les moyens à employer, on peut certes le dire. Mais il a utilisé les moyens à minima de l'époque. Il se donnait des coups de couteau en permanence. C'était une horreur, ce que vivaient à l'époque des Médicis et à l'époque des papes qui étaient... enfin, c'était une horreur. Donc, il ne pouvait pas réformer, il ne pouvait pas penser comme nous pensons aujourd'hui. Et donc amener quelque chose d'absolument novateur. C'était totalement novateur, mais ça l'était pas pour... il ne pouvait pas aller plus loin que ça. Ce sur quoi il faut insister, c'est qu'en attribuant au prince cette volonté unifiante, il nous met sur la route de ce que Jean Bodin va découvrir une soixantaine d'années après, lorsqu'il publie en 1576 La République. Pour comprendre la pensée de Jean Bodin et pour saisir son importance pour nous aujourd'hui, il faut revenir en arrière et il faut essayer d'expliquer l'origine et la signification d'un certain nombre de concepts qui désormais vont être à l'œuvre non seulement dans la pensée politique, mais dans la pratique politique, et ceci jusqu'au XXe siècle. La pensée chrétienne se trouve être à l'origine d'une idée décisive, empruntée à l'Empire romain, mais dont la signification va être surchargée par le contexte théologique. Cette idée est celle de potestas. Le terme, en latin, veut dire simplement puissance. Et la puissance, c'est le statut de cela qui peut. Avec cette idée que donc le dominant peut tout ce qu'il peut. Le dominant tout-puissant. Dans la perspective de l'Empire romain, c'est un des attributs, parmi les autres, de l'empereur. Et ben voilà. Cette idée va être reprise par les pères de l'Église et, naturellement, va être en quelque sorte délaïcisé, va être sacralisé, et il va être posé que la seule potestas qui soit est celle de l'être infini et créateur, la potestas divine. D'accord, ça c'est Dieu très souverain important. Est le seul qui, au sens strict, détienne la potestas.
Voilà, alors c'est là où sur la mécanique universelle, j'ai vu quelque chose de très intéressant, justement, que c'est en faisant passer un dominant au-dessus du dominant naturel chez le primate. Le dominant primate, il n'a personne au-dessus de lui. Donc, il est tout puissant et il fait ce qu'il veut en réalité. Mais, et c'est ça le génie de l'humanité, en somme, d'avoir intuitivement, hein, parce que ça se fait pas, c'est pas des calculs, mais le fait de faire passer au-dessus du dominant, du roi, Dieu, auquel le roi lui-même doit obéir, donc il ne peut plus être tout puissant. Il a quelqu'un de tout puissant et qui n'est plus de l'ordre de l'humain, donc qui est au-dessus de tout ça. À partir de là, ça a descendu la toute-puissance, le narcissisme absolu qu'on trouve dans la nature primate de nos origines. Et donc là, le dominant, il était obligé lui-même d'obéir à quelqu'un de plus puissant. Et à partir de là, on peut jouer sur les pulsions, sur le dominant. On peut l'adoucir progressivement pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Le dominant, le potentat actuel, c'est notre chef de l'État. Mais il est plus tout puissant du tout. Il est même plus tout puissant par rapport à un roi ou par rapport à un dictateur. Il a des comptes à rendre à la société, etc. Même s'il arrive à trouver des astuces pour abuser le peuple, mais il est au fond, il est obligé d'obéir malgré tout au peuple, d'une certaine façon. Il a quelque chose qui est là. Lorsque la papauté romaine devient une institution, il est posé que le pape est ça c'est très intéressant. L'écho terrestre de cette potestas et que, comme tel, il détient l'auctoritas, l'autorité, c'est-à-dire le pouvoir de déchiffrer les textes sacrés et, par conséquent, de comprendre et d'administrer la parole de Dieu. Très tôt, une rivalité va s'établir entre le pouvoir séculier, le roi, le pouvoir spirituel de l'Église et les pouvoirs temporels multiples qui se développent au sein de la chrétienté triomphante. Nous nous souvenons de Clovis, qui se convertit au christianisme pour pouvoir assurer son règne. C'est bien là une manifestation du fait que très rapidement, les chefs temporels, qui sont, disons, des chefs militaires, les guerriers de machines de guerre qui ont conquis des territoires, qui se sont acculturés, les rois, les dominants, ont besoin de ce soutien spirituel et administratif que constitue l'Église pour renforcer leur pouvoir, leur présence. Mais non seulement ça, mais ils y sont un peu obligés. Donc, non seulement il y a Dieu qui est au-dessus du dictateur, en somme, mais il y a aussi le pape qui est le représentant de Dieu sur terre. Et donc, d'un seul coup, le guerrier s'affaiblit. Et à ce moment-là, c'est là où le marchand prend un peu le pouvoir dans cette évolution. Et c'était une évolution, que ce soit que le pouvoir passe du guerrier au marchand et qu'aujourd'hui, on puisse commencer à faire passer le pouvoir du marchand à autre chose, c'est-à-dire à l'universel, je sais pas moi, mais aux penseurs, à une autre forme de pouvoir auquel le marchand devra se
devra s'écraser. Ah, d'ailleurs, c'est à l'ONU, en fait, c'est à l'Organisation mondiale des Nations Unies. Donc là, progressivement, le marchand comme le guerrier va devoir faire acte de soumission à une puissance supérieure qui sera l'ONU. Voilà, c'est ça qui est en train de passer, en fait, dans l'humanité, à mon sens. Terrestre. On se souvient aussi du couronnement de Charlemagne en l'an 800 à Aix-la-Chapelle. Ce qui se passe alors dans cette cathédrale, c'est une espèce de partage entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. L'empereur... Donc c'était une nécessité que l'Église passe en politique à ce moment-là. Le défenseur temporel du pouvoir spirituel, en échange de quoi le pouvoir spirituel va apporter son appui au pouvoir temporel. Oui, il n'est pas bien difficile tout de même de comprendre qu'il s'agit là d'un équilibre instable. Parce qu'au fil des siècles, la lutte entre, par exemple, Saint-Empire romain germanique et papauté va se développer. Tantôt le pouvoir temporel l'emporte et soumet le pouvoir spirituel, tantôt c'est le contraire, c'est le pouvoir spirituel qui triomphe. Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est comme à l'époque où il y avait le communisme et le capitalisme. Les deux se neutralisaient leurs excès en réalité. Le communisme était obligé de donner un peu de liberté pour pas envoyer des gens vers le capitalisme, et le capitalisme était obligé de donner du social pour pas envoyer du monde vers le communisme. Donc, et là c'est pareil, ces deux forces, c'était très important qu'elle existe. C'est pour ça que le religieux devait monter à ce niveau du politique pour maîtriser le guerrier qui était en réalité le roi, les Charlemagne, les Clovis, etc. C'était des guerriers, c'était des féroces. Et heureusement qu'ils étaient obligés d'écouter la morale que leur donnait l'Église, et qui leur disait, vous devez vous comporter comme ça, sinon ça aurait été une catastrophe. Comme avant le spirituel. Ces divers débats sont assortis comme il convient pour l'homme, parce que l'homme est un homme qui parle, l'homme est un animal symbolique, de discussions multiples, chacun s'efforçant de légitimer sa position. Et en particulier, du côté de la papauté, il y a cette volonté légitimante, la volonté de prouver que l'on a raison, qu'on est dans le bon droit, qu'on est dans le droit fil de la providence divine. S'élabore donc une série d'idées générales, une série de concepts, de principes, dont celui de potestas. La puissance souveraine, et entendons bien ce que cela veut dire, cela qui n'a rien au-dessus de soi, devient une espèce d'enjeu. Certes, chacun reconnaît que seul Dieu détient la puissance souveraine, mais... Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. On fera la finale tout à l'heure. Mais donc, c'était une nécessité que l'Église devait passer du côté du temporel pendant cette période-là. Et on est encore un peu dans ce mécanisme-là, même si le pape essaye de ramener l'Église du côté du christique, du côté des valeurs du Christ, en allant laver les pieds voilà ce qu'a vécu le Christ. Mais dans cette période où donc l'Église est devenue rationnelle et où est passée du côté justement de la raison telle qu'on l'entend, et du côté du pouvoir, eh ben elle pouvait pas être
le spirituel en a pris un coup, en gros. Pendant cette période-là, ça n'a rien à voir avec la pensée spirituelle qui était à l'époque au Xe siècle, ou voilà, à l'époque où le spirituel était encore préservé du côté du divin. Et donc ça a été une obligation. Le christianisme devait devenir politique et rentrer dans ce truc-là. Et ce qui a normalement, naturellement, amené une contestation. Et je pense que c'était peut-être la même chose à l'époque où le judaïsme a fait naître le Christ. Le Christ venait contre la politisation du spirituel, la vénalisation du spirituel, les marchands du temple, etc. Il était contre quelque chose qui avait corrompu en gros les valeurs fondamentales du spirituel. Et donc il veut réformer cela. Et là, le protestantisme, c'est exactement la même chose. Il y a ce désir de réformer un système qu'on juge à ce moment-là corrompu dans les faits. Voilà. Merci de votre écoute et on continue tout de suite dans la série. À très bientôt. Au revoir. Ici-bas. Pardon.